est passé de 3 435 à 2 979,73 francs. Ces ajustements représentent une diminution de 10% sur l'essence et de 13% sur le gasoil, soit une baisse moyenne d'environ 12% sur l'ensemble des produits. Les répercussions sont déjà visibles. D'une part, la consommation de carburant chez cette compo a bondi de 45 000 m3 par mois en moyenne à 60 000 m3, soit une hausse de 33%. D'autre part, transporteurs locaux, motocyclistes et chauffeurs de taxi réalisent désormais des économies substantielles sur leurs achats de carburant, tandis que les entreprises bénéficient d'une réduction de leurs dépenses en indemnité kilométrique, libérant ainsi des ressources pour d'autres projets. À la suite de cette baisse des produits pétroliers et dans cet élan visant à protéger et renforcer le pouvoir d'achat de notre population, le gouvernement a engagé des discussions avec les importateurs. Grâce à cet effort conjugué, nous enregistrons aujourd'hui une baisse de 5 à 11% sur ces produits de base. Ce résultat témoigne de notre volonté inébranlable d'améliorer les conditions de vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Merci. Par ailleurs, conscient du fait que notre pays ne produit pas de pétrole raffiné prêt à la consommation, j'ai instruit le gouvernement d'orienter sa politique d'approvisionnement vers les sources les plus avantageuses afin de garantir un accès durable et compétitif à l'énergie. Ainsi aussi, pour alléger le fardeau économique qui pèse sur nos concitoyens, sur mes instructions, le gouvernement a suspendu la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et réduit les taux des droits et taxes et redevances sur 8 produits alimentaires de première nécessité. Par cette action, l'État a choisi de renoncer à une part de ses revenus afin de soutenir directement des millions de Congolais qui consomment ces denrées chaque jour. Ce geste a pour but principal d'alléger le coût de la vie et de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Dans un tout autre registre, je voudrais dire particulièrement aux Quinoises et aux Quinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens du conflit. Qui complique les déplacements dans la ville et augmente le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. C'est le président Fachi qui parle. C'est Fachi qui parle. Honorables présidents du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo s'est dotée du plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028, un cadre ambitieux pour concrétiser la vision le président Fachi qui parle à l'horizon 2050. Cette vision repose sur la valorisation des immenses potentiels de nos secteurs extractifs et agricoles, avec pour objectif de bâtir une économie diversifiée, inclusive et résiliente. Au cœur de cette transformation, le secteur agricole joue un rôle central. Garantir la souveraineté alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois et renforcer la stabilité macroéconomique. L'agriculture devient ainsi le levier stratégique pour convertir nos richesses naturelles en prospérité durable, permettant enfin au sol de prendre sa revanche sur le sous-sol. Malgré des atouts exceptionnels, près de 80 millions d'hectares de terres arables, une diversité climatique remarquable
et l'un des réseaux hydrographiques les plus denses au monde, notre pays peine à révéler pleinement son potentiel agricole. Cette sous-exploitation se traduit par des faibles rendements et une dépendance excessive aux importations alimentaires chiffrées à plus de 3 milliards de dollars américains par an. Les conflits armés dans le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri, le Maïdombe, le Kwilu et le Congo, combinés à l'accès limité au financement, aux intrants agricoles et à des infrastructures insuffisantes, entravent profondément les chaînes d'approvisionnement et la production locale. Pour faire face à ces défis, le gouvernement, dans le cadre du programme d'action 2024-2028, a mis en œuvre, dès 2024, des initiatives concrètes visant à redynamiser le secteur agricole. Celles-ci ciblent les producteurs locaux, ménages, coopératives et entrepreneurs afin d'accroître la productivité et de consolider la production nationale. En s'appuyant sur ces efforts, notre nation entend réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de l'agriculture le levier d'une croissance inclusive et durable en parfaite harmonie avec les aspirations de la vision 2050. Dans notre détermination de mettre progressivement et efficacement fin à l'insécurité alimentaire à laquelle se trouvent exposés nombreux de nos compatriotes, après l'investiture du gouvernement, des efforts importants ont été déployés pour relever ces défis aussi bien dans le secteur agricole que celui de la pêche et de l'élevage. S'agissant de l'agriculture, pour la saison en cours lancée par le gouvernement, il importe de retenir que les agriculteurs ont bénéficié entre autres de 350 tracteurs pour la mécanisation et d'1,5 million de lots de matériel aratoire, de 5 millions de tonnes de semences, de 37 millions de mètres linéaires de boutures de manioc, de 500 tonnes de fertilisants minéraux et de 70 séchoirs à énergie solaire pour maïs. Pour faciliter la productivité, des techniciens et moniteurs agricoles, des motos et des vélos ont été remis afin d'assurer un meilleur encadrement des agriculteurs. Des facilités à titre d'exonération ont été accordées à plus de 200 entreprises pour l'importation de matières agricoles. Dans ce même élan de soutenir davantage le développement du secteur agricole, il y a lieu de noter que pour la première fois, à travers la loi de finances 2025 que je vais promulguer dans quelques jours, les crédits alloués à l'agriculture sont accrus et maintenus au-dessus de 11% du budget national, bien au-delà de l'objectif fixé dans le cadre des accords de Maputo. Cet accroissement substantiel de l'allocation des financements publics en faveur du secteur agricole témoigne de notre engagement sans faille à créer les conditions nécessaires au développement de ce secteur hautement stratégique pour notre souveraineté. En octobre 2024, dans le cadre de notre coopération avec la Banque africaine de développement, nous avons lancé par l'entremise du Fonds social de la République démocratique du Congo, le FSRDC, le programme de transformation de l'agriculture, le PTA-RDC, bénéficiant d'un financement de 6,6 milliards de dollars américains sur 10 ans. En outre, avec le soutien financier de la Banque mondiale, je salue la mise en place du registre national des agriculteurs, l'opérationnalisation d'un système d'assurance agricole face aux risques récurrents, ainsi que l'appui offert à plus de 30 000 ménages agricoles en matière d'accès aux semences et aux équipements aratoires dans le cadre du Programme national de développement agricole, le PNDA. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes,
Ces interventions mises en œuvre grâce aux ressources externes fournies par ces deux partenaires multilatéraux ainsi que d'autres acteurs, notamment les agences du système des Nations Unies et des partenaires multilatéraux, revêtent une importance cruciale. Elles répondent à la situation particulière de notre pays, en particulier dans les zones gravement affectées par les ravages des guerres et conflits, ainsi que dans les provinces sévèrement touchées par l'insécurité alimentaire. Dans cette dynamique de redressement et de développement agricole, des initiatives concrètes et prometteuses sont en cours. Ces efforts s'appuient également sur des expériences réussies, telles que celles menées par le service national à Kanyama-Kasese, dans la province du Haut-Lomami, qui illustre le potentiel d'une approche intégrée et collaborative pour renforcer la production agricole nationale. Lors de ma récente visite à Kanyama-Kasese, j'ai pu mesurer l'ampleur des progrès réalisés. Sur ce site, près de 5000 hectares de maïs ont été emblavés durant la campagne agricole en cours et seront récoltés dès le début de 2025. Avec un rendement prévu de 5 tonnes par hectare, c'est environ 25 000 tonnes de maïs qui s'ajouteront aux 2500 tonnes déjà entreposées. De plus, le cheptel bovin du service national à Kanyama-Kasese, parti de 1000 mètres, en compte aujourd'hui 5000, témoignant ainsi de l'essor remarquable de ce programme. Cette expérience exemplaire mérite une attention particulière. La duplication de ce modèle dans d'autres provinces, en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux, constitue une piste d'action prometteuse. Elle repose sur la valorisation des talents de nos compatriotes, autrefois marginalisés, mais aujourd'hui transformés en véritables bâtisseurs de la nation. Cette démarche adaptée aux spécificités de chaque région, appelle à une mise en œuvre urgente pour maximiser son impact et répondre efficacement aux défis de notre agriculture. Dans cette même perspective, le gouvernement, avec le concours de mon cabinet, s'est engagé à amorcer la mise en œuvre de l'initiative de développement des agropoles à travers les 145 territoires du pays, ainsi que la promotion des parcs agro-industriels. Ces projets stratégiques, complémentaires aux pôles de développement agro-pastoraux, visent à accélérer la transformation agricole nationale tout en renforçant les bases d'une économie diversifiée. Des travaux préliminaires, notamment la cartographie des sites et réévaluation, ont déjà été réalisés. La prochaine étape consistera à finaliser les études de faisabilité technique qui sont sur le point d'être lancées. Par ailleurs, le partenariat public-privé sera mobilisé de manière active pour garantir la réussite de cette initiative. En toute urgence, ces efforts doivent s'appuyer sur un cadre légal et des mesures d'accompagnement adaptées au secteur agricole afin de garantir leur mise en œuvre et leur pérennisation. Concrètement, il s'agit de la promulgation d'ici fin mai 2025 de la loi agricole et de la loi semencière, ainsi que de leurs mesures d'application, de l'établissement du cadastre agricole et des plans d'aménagement et d'affectation des terres, de l'opérationnalisation du Fonds national d'entretien des voies navigables et ferroviaires, de la mise en place d'une base de données unique recensant tous les acteurs du secteur agricole, du renforcement de la coordination grâce à une cohérence accrue entre les projets et les programmes agricoles et une synergie renforcée avec les secteurs connexes pour plus d'efficacité et d'efficience. Ainsi, je consacre l'année 2025 au parachèvement de ces réformes afin que la gouvernance agricole permette enfin à ce secteur de libérer
l'autosuffisance alimentaire ne doit plus être un simple slogan, mais devenir une réalité. Nous en avons des moyens. La pêche et de l'élevage dans la diversification de notre économie et la sécurité alimentaire, le gouvernement s'est également engagé dans des réformes structurantes. Pour surmonter les obstacles qui freinent l'augmentation de la production animale et halieutique, le ministère de la Pêche et de l'Élevage a distribué intrants et équipements à des milliers de pêcheurs artisanaux, notamment dans les provinces de la Tchoko, du Tanganyika et de Kinshasa, renforçant ainsi leur capacité productive. Poursuivant cette dynamique, le gouvernement a honoré ses engagements concernant l'acquisition de 8 bateaux de pêche industrielle. Les dernières formalités et ajustements techniques seront rapidement achevés afin de les mettre en service dans les meilleurs délais. De plus, pour relancer la filière agricole, un programme ambitieux a été adopté en octobre 2024, prévoyant le développement de 8 pôles à travers le pays. Ces pôles soutiendront les petits éleveurs, les fermes et les PME, consolidant la croissance de ce sous-secteur. Pour assurer la viabilité et maximiser l'impact de cette initiative, je m'engage à allouer des ressources supplémentaires à l'encadrement, à la professionnalisation et à l'accompagnement des pêcheurs et des éleveurs. Enfin, l'Office national de pêche et d'aquaculture verra ses capacités opérationnelles renforcées afin de mener à bien sa mission au service de notre nation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, le développement de notre secteur agricole ne se réalisera pleinement que si les conditions indispensables sont réunies dans les zones rurales. À ce titre, l'accélération de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constituera une priorité majeure en 2025. Dans ce cadre, le projet de loi des finances 2025 mis à l'examen du Parlement prévoit des ressources substantielles pour les investissements stratégiques. La construction de routes de dessert agricoles dans le volet 2, l'installation de réseaux d'eau potable et de photovoltaïque dans son volet 3, ainsi que l'aménagement du marché moderne de l'espace public dans son volet 5, tel que défini dans la composante 1 du dit programme. Par ailleurs, la composante 2 du même programme met l'accent sur le renforcement des économies rurales et des chaînes de valeur afin d'améliorer la productivité, d'accroître les revenus des ménages et de consolider la sécurité alimentaire. L'aménagement des voies de desserte agricole en désenclavant et en connectant les bassins de production jouera un rôle clé dans la dynamisation du secteur agricole et dans le bien-être des populations rurales. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T. Supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Merci. Merci, Matin. Merci. Président Solisto, votre bénédiction, vous n'avez pas aménager 11 km de voies navigables destinées à la desserte agricole qui construisent des entrepôts portuaires adaptés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs,
mais très cher aux patriotes. Un pays qui investit est un pays qui croit en l'avenir. C'est ça. Merci. 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 La République démocratique du Congo s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Je tiens à souligner l'importance de nos projets structurants qui, pas à pas, façonnent notre destin. Ils transforment nos ambitions en réalisations concrètes et insufflent espoir et confiance à chaque Congolaise et à chaque Congolais. C'est vrai. Merci. Dans la zone économique spéciale de Manu, une nouvelle usine de fabrication de carreaux et de faïence a ouvert ses portes. Saphir Céramics DRC SA, puisque c'est elle qu'il s'agit, bâtit, grâce à un premier investissement de 40 millions de dollars, crée plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects tout en dynamisant l'économie locale. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif. Fort d'un investissement de 923 millions de dollars, ce projet illustre parfaitement notre ambition du réveil du Congo comme un géant au cœur de l'Afrique. C'est vrai. Soit 540 000 tonnes par an, faisant de Kibushi la plus grande mine de zinc d'Afrique et l'une des plus modernes du monde. C'est ça. De 200 emplois directs ont déjà été créés, avec une masse salariale annuelle avoisinant 48 millions de dollars et des projets de transformation locale du zinc sont en cours, ajoutant encore plus de valeur et de nouveaux. Quelques exemples de projets qui fleurissent aux quatre coins du pays. Des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, sans oublier la modernisation de nos aéroports. Bamboka aujourd'hui et bientôt Kolwezi, Bujimayi.
reprise des activités du Congo Airways. La tenue des états généraux en cours permettra d'adopter des recommandations claires définissant la trajectoire pour relancer l'ensemble de nos entreprises étatiques. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, la transformation et la diversification socio-économique de notre pays reposent sur le développement d'infrastructures stratégiques dans des secteurs clés tels que les routes, les chemins de fer, le numérique et l'énergie. Dès le début de mon premier mandat, j'ai pris l'engagement de faire du numérique congolais un levier d'intégration et de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Pour réduire la fracture numérique, principalement causée par un déficit d'investissement, nous avons mis en place des incitatifs financiers destinés à attirer davantage d'investisseurs dans le déploiement de la fibre optique. Par ailleurs, nous avons doté nos institutions d'un réseau propriétaire garantissant une administration publique plus moderne et transparente. De plus, nous avons décidé d'intégrer systématiquement la pose de la fibre optique dans tous les projets de construction et de réhabilitation des routes à travers le pays. Merci. À l'horizon 2030, cette initiative permettra à la République démocratique du Congo de se doter de réseaux à large bande interconnectant les grandes régions de notre pays. S'agissant de l'énergie, notre croissance économique durable exige un accès fiable, abordable et pérenne à cette ressource. Elle demeure le moteur de la transformation des matières premières, le socle de l'innovation technologique et un facteur clé de la compétitivité de nos entreprises. En 2024, nous avons franchi d'importantes étapes dans ce domaine. Parmi ces réalisations, nous retenons l'achèvement des travaux de réhabilitation du groupe G25 de la centrale hydroélectrique Linga 2, qui devrait produire 1,2 million de mégawatts-heure supplémentaires. La poursuite de la mise en œuvre du plan directeur 2024-2028 de la SNEL SA avec la réhabilitation de la ligne en courant continu Kinga-Kolwezi, des stations de conversion et des parcs de production. À terme, la capacité de transit passera de 600 MW à 800 MW d'ici début 2025 et à 1105 MW d'ici 2028. La poursuite des travaux et d'extension de la centrale hydroélectrique de la Noukoudi par l'ajout d'un second module de 4 MW qui permettra d'augmenter la capacité de production de 2 MW à 6 MW d'ici octobre 2026, améliorant ainsi l'alimentation d'électricité de la ville de Kikapa et l'accès à l'eau potable pour ses habitants. La finalisation des travaux d'électrification dans les localités de Maïti, Ngema, Malanga et Katogota ont permis de connecter de nouveaux foyers, transformant le quotidien de milliers de personnes. Les travaux d'installation de nouvelles cabines ainsi que ceux de la remise à niveau du poste de Soudan vont permettre de densifier le réseau de la SNEL, impactant directement 62 758 ménages, soit plus de 500 000 personnes, et contribuant à réduire la consommation du bois énergie. Le programme de densification des réseaux électriques du secteur privé au nord et sud Kivu, malgré un contexte sécuritaire difficile dans les agglomérations de Butembo, Beni, Lubero, Uju, Nirakobo et Goma, a permis d'alimenter 26 000 ménages et petites et moyennes entreprises, soit environ 210 000 personnes. Le démarrage des travaux de réhabilitation sur les groupes G23, G24 et G26 de la centrale Inga 2 permettra à terme de produire
produire 2 millions de mégawattheures supplémentaires pour soutenir la demande croissante, améliorer la desserte, la mise en charge des lignes de transport et des réseaux de distribution de la centrale de Toubitoubiti et de la centrale de Mongo pour l'électrification des villes, des agglomérations de Boya, Niati, Katende, Lusanga, Kabiakamanga et l'amélioration de la desserte dans la ville de Moujimaï, la mise en œuvre de 50 projets d'électrification rurale avec un budget à hauteur de 89 millions de dollars. Ces projets permettront de connecter plus de 47 400 ménages et d'alimenter des activités à usage productif d'énergie, ainsi que d'autres activités économiques. 9 projets de construction de centrales solaires sont en cours d'exécution à Bonganaka, Bassantoussou, la périphérie de Moujimaï, la périphérie de Kanaka, Ouvira, Bouyou, Chilégué, Katanga et Oueka. La fin des travaux est prévue fin d'année 2024. Une capacité de 13,7 MW va bénéficier à 205 500 ménages. 26 projets de construction de centrales solaires enregistrent des taux d'exécution appréciables et pourront être potentiellement livrés au premier et deuxième trimestre 2025. Ces projets sont localisés dans les territoires respectifs de Lusambo, de Gadajika, de Lodja, de Lubao, de Kabiakamanga, de Mwenedi, de Katare, les efforts déployés ont offert l'accès à l'eau potable à plus de 3,1 millions de personnes. À Kinshasa, la mise en service du module 2 de l'usine de traitement d'eau d'Ozone, avec une capacité de 106 000 m3 par jour, a permis d'étendre l'accès à l'eau potable à 1,8 million de personnes supplémentaires. Ces avancées marquent des étapes cruciales vers l'amélioration des conditions de vie de nos populations et renforcent notre engagement à garantir un accès équitable aux ressources essentielles. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs mes très chers compatriotes, la modernisation de la fonction publique demeure un pilier essentiel de nos réformes pour renforcer la gouvernance et améliorer l'efficacité de l'administration publique. C'est un enjeu crucial pour répondre aux attentes de nos citoyens et accompagner les priorités nationales. Un État fort et prospère repose sur des hommes et des femmes intègres, porteurs d'un sens élevé du devoir. La qualité de ses ressources humaines est le socle de son efficacité, car c'est à travers elle que l'État agit, inspire le respect et se rend utile. Je tiens à exprimer ma satisfaction pour les avancées réalisées depuis le début de mon premier mandat dans le domaine de l'administration et de la fonction publique. Parmi les progrès significatifs,
l'identification biométrique des fonctionnaires, qui a permis pour la première fois dans l'histoire de notre pays de publier le Cette initiative qui s'étendra à toutes les catégories socio-professionnelles vise une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale. La rationalisation des services publics avec un nouveau système de sécurité sociale attractif et efficace. Plus de 10 900 départs à la retraite ont été enregistrés durant le premier quinquennat, avec une programmation d'au moins 10 000 départs annuels. Cette démarche apporte dignité et reconnaissance aux anciens serviteurs de l'État. L'alignement des fonctionnaires non mécanisés, grâce auquel plus de 171 000 agents, parfois en service depuis plusieurs décennies, ont été intégrés au système de paix. L'amélioration des conditions socio-professionnelles par le renforcement du dialogue, la discipline, la dématérialisation des procédures, les promotions centrales, la refonte du cadre juridique et l'amélioration progressive des salaires et des conditions de travail. Ces réformes traduisent notre engagement à bâtir une administration structurée, capable d'offrir des services publics de qualité. La prochaine étape consistera à mettre en place une nouvelle politique salariale, juste et équitable, garantissant à chaque agent, où qu'il se trouve, un salaire digne et une aucune discrimination, aucune inégalité manifeste ne devra subsister. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes. Depuis le lancement officiel de la couverture santé universelle, le 5 septembre 2023, avec un premier paquet de soins consacré à la gratuité de la prise en charge des femmes enceintes